Ce texte est une version française élargie et adaptée d'un ensemble de critiques, d'entretiens, de commentaires de blogueurs et de voix publiques au sujet du film A House of Dynamite, La Maison de Dynamite, de Catherine Bigelow. J'y mêle une synthèse critique, des éléments de contexte, des portraits succincts de la réalisatrice et des acteurs principaux, ainsi qu'un regard analytique sur la forme, le rythme et l'éthique du récit. Ce n'est ni un catalogue de faits, ni une encyclopédie des scènes, mais une lecture magnétisée qui respire avec notre présent, de la procédure en salle de crise jusqu'aux peurs intimes, des protocoles technologiques aux mots que nous utilisons pour nommer le danger. Ici, l'important n'est pas uniquement la réponse, mais la manière de poser la question pour qu'elle demeure en nous bien après le générique. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît, fils d'actualité en flux tendu et crise suivie en direct. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure. Elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les trois itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent deux logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow. De The Hurt Locker à Zero Dark Thirty, de K-19 à Detroit, la cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La Maison de Dynamite en est la synthèse, du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la troisième partie et sur l'usage de redondances qui accentuent le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère,
pas de héros providentiel. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques. Un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Fail Safe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise, sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. La trajectoire Festival Salle Streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie. L'acier, l'électronique et le protocole y frodent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Idris Elba a bâti une présence rare. Du Stringer Bell, de The Wire, à Luther, de Mandela, à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composante de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse mais une donnée. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée. De The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo, elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise, une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acérée. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture.
Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir. Comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures. Comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur images montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité en flux tendu et crise suivie en direct. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure, elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idris Elba ne joue ni une caricature, ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow, de The Hurt Locker à Zero Dark Thirty, de K-19 à Detroit. La cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse. Du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence,
de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la troisième partie et sur l'usage de redondances qui accentuent le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Fail Safe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise, sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. La trajectoire festival-salle streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie. L'acier, l'électronique et le protocole y frottent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Idris Elba a bâti une présence rare. Du Stringer Bell de The Wire à Luther, de Mandela à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composante de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée. De The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo, elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise, une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acéré. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres, une honnêteté devenue rare.
Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir? Comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures? Comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing? En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse mais une donnée. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image, montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité, en flux tendu, et crise suivie en direct. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure. Elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson
apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent deux logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow. De The Hurt Locker à Zero Dark Thirty, de K-19 à Detroit, la cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse, du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la troisième partie et sur l'usage de redondances qui accentuent le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif, qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence, où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Inévitablement, on pense à Docteur Folamour et à Fail Safe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. La trajectoire festival salle streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie. L'acier, l'électronique et le protocole y frodent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans KD19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Idris Elba a bâti une présence rare. Du Stringer Bell, de The Wire, à Luther, de Mandela, à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composantes de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée, de The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo. Elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise.
une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acérée. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres, une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde et c'est très bien ainsi. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir? Comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures? Comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing? Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur images montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité, en flux, tendu, et crise suivie en direct. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. En filigrane,
L'incertitude n'est pas une faiblesse mais une donnée. La partition agit comme un métronome anxieux, elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure, elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow. De The Hurt Locker à Zero Dark 30, de K-19 à Detroit, la cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse, du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la 3e partie et sur l'usage de redondances qui accentue le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif, qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Fail Safe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise, sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole. Machine impersonnelle, capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. La trajectoire Festival Salle Streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Catherine Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie, l'acier, l'électronique et le protocole y frottent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État
et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Idris Elba a bâti une présence rare, du Stringer Bell, de The Wire à Luther, de Mandela à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composantes de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée, de The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo. Elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise, une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acérée. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres, une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder de près la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir, comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures, comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur, une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension.
Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image, montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité, en flux tendu, et crise suivie en direct. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure, elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature, ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow, de The Hurt Locker à Zero Dark Thirty, de K-19 à Detroit. La cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse, du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la 3e partie et sur l'usage de redondances qui accentuent le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse mais une donnée. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Failsafe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise, sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. Ici, la retenue n'est pas un manque. C'est une décision de mise en scène.
la trajectoire festival-salle streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie. L'acier, l'électronique et le protocole y frottent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ses lignes. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Idris Elba a bâti une présence rare. Du Stringer Bell, de The Wire à Luther, de Mandela à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composantes de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée. De The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo, elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise. Une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acéré. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir. Comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures. Comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Regarder ce film chez soi
et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité en flux tendu et crise suivie en direct. Ici, la retenue n'est pas un manque. C'est une décision de mise en scène. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure. Elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow, de The Hurt Locker à Zero Dark Thirty, de K-19 à Detroit. La cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse. Du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la 3e partie et sur l'usage de redondance qui accentue le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif qui restituait l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours
et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. Ici, la retenue n'est pas un manque. C'est une décision de mise en scène. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Fail Safe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise, sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. La trajectoire Festival Salle Streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie. L'acier, l'électronique et le protocole y frottent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Idris Elba a bâti une présence rare. Du Stringer Bell, de The Wire à Luther, de Mandela à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composante de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée. De The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo, elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise, une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acéré. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres, une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir, comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures, comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes.
Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image, montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité, en flux tendu et crise suivie en direct. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure. Elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idris Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow, de The Hurt Locker à Zero Dark 30, de K-19 à Detroit. La cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse. Du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image
et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la troisième partie et sur l'usage de redondances qui accentuent le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. Ici, la retenue n'est pas un manque. C'est une décision de mise en scène. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Failsafe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise, sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. La trajectoire Festival Salle Streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie. L'acier, l'électronique et le protocole y frottent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Idris Elba a bâti une présence rare, du Stringer Bell de The Wire à Luther, de Mandela à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composante de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée. De The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo, elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise, une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts, dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acéré. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. L'ouverture finale n'est pas un esquive. C'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres, une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur.
Elle montre des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir, comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures, comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence, ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse mais une donnée. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image, montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent, comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît, fils d'actualité en flux tendu et crise suivie en direct. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure. Elle maintient les scènes dans une température précise, les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité. Action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. En filigrane,
L'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Sur le plan thématique, le film prolonge une ligne majeure dans l'œuvre de Bigelow, de The Hurt Locker à Zero Dark Thirty, de K-19 à Detroit. La cinéaste explore des systèmes où la boussole morale tourne sans cesse. La maison de dynamite en est la synthèse. Du travail de la guerre au monopole institutionnel de la violence, de l'illusion de contrôle à l'aveu d'aveuglement. Le motif le plus aigu est celui de la dissuasion fragile. Ce qui devait prévenir le pire devient en crise un mécanisme chancelant. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Côté réception, critiques établis et blogueurs convergent sur la précision documentaire de l'image et la rigueur du dispositif narratif. On y voit un bain glacé et un avertissement anxieux, presque un film d'horreur par les sensations qu'il déclenche. Les réserves portent davantage sur la troisième partie et sur l'usage de redondances qui accentue le fatalisme. Mais c'est précisément là que le film refuse le confort. Pas de catharsis mensongère, pas de héros providentiel. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Le cœur éthique n'entoure pas la touche rouge, mais le langage qui décrit le risque. Dès que le danger se traduit en acronymes et en pourcentage, la tentation surgit d'oublier les êtres humains derrière les statistiques. Le film oppose à cette abstraction des détails domestiques, un appel téléphonique, un sourire fatigué, un souvenir intempestif qui restitue l'échelle humaine. Le cinéma renonce au grand discours et préfère la grande silence où la décision sonne si fort que les mots brouillent tout. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Inévitablement, on pense à Dr Folamour et à Failsafe. Mais Bigelow prend une autre tangente. Elle croise procédure documentaire et psychologie de salle de crise sans espace symbolique pour l'héroïsme. Elle refuse la consolation spectaculaire et met en scène le grand protocole, machine impersonnelle capable de broyer même les têtes les plus lucides. Ce n'est pas du pessimisme, mais une lucidité adulte. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. La trajectoire Festival Salle Streaming montre comment un thriller politique vit aujourd'hui. La première à Venise a réinstallé Bigelow au centre du jeu, puis la sortie limitée a servi de test avant la mise en ligne. Le passage par une plateforme a amplifié les débats. Reddit, YouTube et les réseaux ont fabriqué une seconde vague d'audience et de controverses sur l'ouverture du final. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Kathryn Bigelow, première lauréate féminine de l'Oscar de la mise en scène, vient des arts plastiques. Son cinéma assemble chair et technologie, l'acier, l'électronique et le protocole y frottent la peau. Dans Point Break, le risque est une forme de liberté. Dans Strange Days, la mémoire est un courant électrique qui blesse. Dans K-19, la discipline est un cercueil d'acier. Detroit ausculte la violence d'État et la mémoire raciale. La maison de dynamite condense ces lignes. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Idris Elba a bâti une présence rare. Du Stringer Bell, de The Wire à Luther, de Mandela à des franchises plus massives, il conjugue charisme et intériorité. Ici, il humanise le pouvoir en assumant peur et incertitude comme composantes de la responsabilité. Le contraste avec ses rôles politiques récents renforce cette lecture humaine. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. Rebecca Ferguson excelle dans une discipline émotive millimétrée, de The White Queen à Mission Impossible, de Dune à Silo. Elle fait de la retenue un moteur dramatique. Son personnage devient le noyau opératoire de la salle de crise, une capacité à écouter, trancher et tenir le cap. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Jared Harris, héritier d'une tradition britannique de drames intellectuels, porte la gravité d'un savoir qui ne plaît à personne. Tracy Letts,
dramaturge lauréat du Pulitzer et du Tony, incarne une langue du pouvoir acérée. Greta Lee, révélée à un vaste public par Past Lives et Russian Doll, apporte une sensibilité contemporaine qui fait exister l'analyste au-delà du papier. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. L'ouverture finale n'est pas un esquive, c'est la reconnaissance des limites de la connaissance. Au moment où le compte à rebours s'éteint, le film délègue la responsabilité aux citoyens spectateurs. D'aucuns y voient une frustration, d'autres une honnêteté devenue rare. Le film ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. Le film rappelle qu'on peut se tromper sans être immoral, mais qu'ignorer la possibilité de l'erreur est déjà un choix moral. Les discussions sur les marges d'incertitude, les capteurs et les fenêtres statistiques ne désignent ni coupable ni sauveur. Elles montrent des professionnels aux prises avec une machine qui préférerait des réponses certaines. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. Au bout du compte, il ne s'agit pas de l'arme nucléaire, mais de nous, à l'instant de la rupture. Le film invite à cesser d'être des observateurs et à regarder, de près, la mécanique des décisions. Comment se brise l'équilibre entre savoir et agir. Comment une grande stratégie se rétrécit à quelques signatures. Comment des détails privés pèsent plus lourd qu'un briefing. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. Une autre lentille cruciale, l'éthique de la communication en crise. Chaque mot compte, pas pour l'image publique, mais pour la sécurité physique de millions de personnes. Le vocabulaire peut être un bouclier qui évite la grandiloquence, ou un piège qui désincarne. Le film en fait une arme dont l'usage exige autant de discipline qu'un bouton de lancement. Ici, la retenue n'est pas un manque, c'est une décision de mise en scène. L'héroïsme individuel cède la place au processus collectif. Plutôt qu'un récit mythique d'une personne qui sauve tout, on voit une maille de rôle où chacun tient sa portion. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est plus honnête face au réel. La maturité n'est pas une garantie, c'est un travail constant sur nos angles morts. En d'autres termes, la précision devient une forme de pudeur. Regarder ce film chez soi, et non dans une salle comble, modifie la perception de la peur partagée. Le streaming change la cadence des débats. On met en pause, on revient en arrière, on cartographie les options. Le récit gagne une post-vie analytique qui n'est pas un défaut, mais une partie de l'expérience. En creux, la peur travaille comme un révélateur d'éthique. Le film se tient à la jonction du thriller procédural et de la parabole morale, sans slogan ni rhétorique affichée. Au centre, on observe comment de grandes institutions tentent de convertir l'incertitude en action. Le temps cesse d'être seulement une ressource et devient un protagoniste. Il manque, il impose le tempo, il modifie l'intonation de chaque échange. De nombreux vidéastes et essayistes en ligne ont retenu cette dimension. Leurs analyses sont pleines d'arrêts sur image, montrant des écrans qui clignotent, des horloges qui battent comme des métronomes, parce que c'est ainsi que notre époque se reconnaît. Fils d'actualité en flux tendu et crise suivie en direct. Autrement dit, le suspense se confond avec la responsabilité. La mise en scène s'appuie sur une caméra mobile, presque tactile, qui glisse dans les couloirs du pouvoir, s'arrête sur des poignets crispés, des fronts humides, des regards happés par le noir des hublots. L'image choisit le resserrement plutôt que le spectaculaire. Le cadre se referme comme une porte étroite, et chaque passage entre deux pièces ressemble au goulot d'une bouteille. Le montage embrasse les répétitions. Revenir à la même séquence depuis un autre point de vue n'est pas un gimmick, mais un gradateur de sens. À bien y regarder, chaque silence pèse autant qu'un plan spectaculaire. La partition agit comme un métronome anxieux. Elle ne surligne pas l'émotion, elle la mesure. Elle maintient les scènes dans une température précise.
les empêchant d'exploser en pathos. Le montage assemble les 3 itérations du récit en un seul pouls rythmique. Chaque retour ajoute un détail, retire une illusion et augmente l'enjeu. D'où cette première heure presque parfaite en cinéma d'intensité, action comprimée, objectif limpide, zéro décoratif superflu. En filigrane, l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une donnée. L'ensemble d'acteurs fonctionne comme un orchestre sans solo de vanité. Idriss Elba ne joue ni une caricature ni un mythe présidentiel. Il incarne un responsable habité par la peur et le doute, capable de mesurer la situation tout en se laissant parasiter par les voix concurrentes de l'appareil. Rebecca Ferguson apporte un cœur de discipline et d'empathie. Sa responsable de la salle de crise maintient le processus pendant que les autres vacillent entre débats abstraits et réflexes agressifs. Jared Harris et Tracy Letts incarnent 2 logiques incompatibles mais nécessaires, la froideur stratégique et la fidélité institutionnelle. Nombre de caractères, 8 000.